Donc aujourd'hui, maintenant, nous accueillons Bruno Etin, qui est professeur de psychiatrie, qui s'occupe du centre expert des troubles bipolaires à l'hôpital Fernand Vidal à Paris et qui coordonne le réseau national des centres experts bipolaires de la Fondation fondamentale, soit 13 centres, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si c'est pas ça. Donc, professeur Etin va nous expliquer comment comprendre la pathologie et prédire ses manifestations. Professeur Etin. Merci pour cette introduction. Donc, je suis ravi de participer à cette journée mondiale des troubles bipolaires et je remercie très chaleureusement l'association Argos 2001 pour cette invitation, puisque nous avons à cœur de toujours communiquer sur les troubles bipolaires, aider à la compréhension, à la déstigmatisation. Et donc, ces journées participent très largement à ces actions de compréhension et de déstigmatisation, ce qui nous semble particulièrement important. Je vais couper ma caméra le temps de la présentation pour préserver ma connexion Internet. Et donc, globalement, mon topo sera plus introductif, puisque après, la question du rétablissement va finalement être déclinée sous ces différents aspects en termes de définition, de compréhension, de modalités, d'outils. Et pour un topo plus introductif, j'ai préféré finalement être dans la question de la compréhension et de la prédiction, puisque c'est, à mon sens, deux prérequis pour ensuite aller vers le rétablissement, comprendre pourquoi cette maladie apparaît et prédire comment elle va évoluer. Ce sont deux aspects qui vont être particulièrement nécessaires, on va dire, pour ensuite décliner à la fois la notion de rétablissement et à la fois les outils qui peuvent contribuer au rétablissement. Donc, vous savez tous ce qu'est un trouble bipolaire, mais c'est juste un rappel pour les personnes de l'audience qui seraient quand même moins familières avec cette maladie. Dans les troubles bipolaires, on va donc avoir la succession de différentes phases de modification d'humeur qui vont être des phases de dépression et des phases d'excitation pathologique qu'on va appeler des manies ou des hypomanies. Et c'est la présence de dépression et de phases maniaques ou hypomaniaques qui vont conditionner le diagnostic posé par un médecin psychiatre qui est un diagnostic de trouble bipolaire. Il y a quelques chiffres qu'il est important de rappeler, toujours en amont d'une journée comme ça consacrée en intégralité à la question de la bipolarité. C'est la question de la prévalence en population générale de ces troubles. On estime que 1% de la population générale souffre de troubles bipolaires de type 1, donc avec une association dépression-manie, et 1,5% souffre de troubles bipolaires de type 2 avec une association dépression-hypomanie. Donc on voit que c'est une pathologie fréquente en population générale et donc qui touche des centaines de milliers de personnes en France. C'est une maladie très handicapante. Alors, j'ai mis maladie mentale entre guillemets parce que j'aime pas tellement le terme, mais c'est le terme utilisé par l'OMS. Donc, c'est la 5e maladie mentale la plus handicapante dans le monde et la 3e chez les 15-24 ans. Donc, on voit que ça touche essentiellement lors des modes de début précoces des populations qui sont des populations jeunes et qui sont en cours de construction de leur vie sociale, amicale, amoureuse, professionnelle et donc qui va avoir un impact important. Le pic de survenue se situe aux alentours de 19 ans, donc qui montre encore que la maladie va apparaître à un moment critique du développement social, familial, professionnel des individus et une maladie qu'on a encore beaucoup de mal à diagnostiquer et à traiter avec un retard au traitement qui est de l'ordre de 9 ans en France. Ça, c'était une étude réalisée par Noémie Grandcourt au Centre expert troubles bipolaires de Créteil. C'est une pathologie qui a un certain nombre d'indicateurs de sévérité, d'abord par sa récurrence, avec des épisodes qui vont se succéder pour la plupart des patients tout au cours de la vie, mais également des conduites suicidaires qui vont concerner un patient sur 3, des associations avec d'autres pathologies comme les mésusages d'alcool ou le mésusage de cannabis, qui sont des pathologies fréquemment associées aux troubles bipolaires, mais également des anomalies sur le plan métabolique comme des surpoids, de l'obésité, l'hypertension artérielle, du diabète,
une hypercholestérolémie qui concerne à peu près un patient sur 5. Et tout ça conduit à une mortalité qui est supérieure dans la population des personnes atteintes de troubles bipolaires comparativement à la population générale, avec une perte d'espérance de vie qui est située entre 10 et 13 ans. Donc, on voit toute la sévérité de ces troubles et donc toute la nécessité de mettre autant d'énergie que possible à stabiliser la maladie et à récupérer un fonctionnement qui soit de qualité optimale. Alors, pour bien comprendre les troubles bipolaires, il s'agit de pathologies au déterminisme dit complexe, c'est-à-dire qui va faire intervenir à la fois une composante génétique et une composante environnementale. Et globalement, si on dessine un peu sur un diagramme les différentes pathologies assez fréquentes en population générale, on a d'un côté les pathologies qui sont très conditionnées par l'environnement, qui sont essentiellement les pathologies infectieuses, et on a à l'autre bout du spectre des pathologies qui sont génétiquement déterminées, c'est-à-dire qu'une mutation dans un gène va conditionner l'émergence de la pathologie. Et vous voyez que la plupart des maladies qui sont dites fréquentes, dont les pathologies psychiatriques comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, mais d'autres pathologies comme le diabète, on aurait pu mettre ici l'hypercholestérolémie, sont situées finalement un peu entre ces deux pôles de la génétique et de l'environnement, avec donc une part génétique et une part environnementale. Et c'est ces composantes qu'on va essayer de comprendre de façon à pouvoir mieux comprendre pourquoi cette pathologie intervient chez certains individus et pas chez d'autres. La composante génétique des troubles bipolaires, elle est clairement identifiée par de multiples études, des études familiales, des études d'apparenté au premier degré, des études de jumeaux, et qui toutes ont démontré qu'il existe une composante génétique, c'est-à-dire une somme de différents gènes dont les effets s'additionnent pour favoriser l'apparition des troubles bipolaires. Donc, quand on parle par exemple d'héritabilité génétique, c'est finalement l'ensemble des facteurs génétiques et leur poids total, on va dire, qui contribuent à la pathologie. Et on voit par exemple que pour les troubles bipolaires ou la schizophrénie, une large partie, 80%, donc c'est entre 60 et 80% selon les études, 60 à 80% de la pathologie sont déterminés par des facteurs génétiques. La problématique dans la recherche actuelle, c'est que ces facteurs génétiques sont finalement encore très difficiles à identifier et finalement encore à l'heure actuelle assez mal identifiés, au sens où on n'a pas à l'heure actuelle de tests génétiques qui permettraient de définir un risque individuel de développer un trouble bipolaire, mais on a néanmoins un certain nombre de pistes sur des voies génétiques qui pourraient, en étant modifiées, favoriser l'apparition des troubles bipolaires. Donc, dans ces études, sans faire un cours de génétique qui pourrait nous prendre quelques heures, mais globalement, un gène au niveau de notre ADN va avoir différentes formes en fonction de la séquence de l'ADN. Donc, ça reste le même gène, mais la séquence de l'ADN est légèrement changée. Et c'est ce qu'on va appeler des SNP, qui sont finalement des petites modifications au niveau de l'ADN et qu'on va utiliser comme des marqueurs génétiques. Et on va pouvoir regarder ces marqueurs génétiques au niveau de gènes dits candidats, c'est-à-dire de gènes pour lesquels on pense qu'il puisse exister une implication dans les troubles bipolaires, et étudier, par exemple, si les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, par exemple en bleu, ont plus la forme C du gène que la population générale, par exemple, qui serait en vert ou en orange, par exemple, et qui aurait la version G du gène. Donc ça, on le fait au niveau de gènes candidats, et les progrès de la recherche actuelle maintenant nous font rendre possible le fait que ces approches soient faites au niveau du génome entier, c'est-à-dire qu'on va étudier chez un même individu toutes les variations génétiques de tous les gènes, de l'ensemble du génome, ce qui va nous donner des très jolis graphes comme celui-ci, avec tous les petits points que vous voyez sur ces graphes qui sont des variants génétiques. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tous les chromosomes. Et globalement, on va comparer tous ces variants génétiques dans des larges populations de patients atteints de troubles bipolaires et des sujets non atteints de troubles bipolaires pour essayer d'identifier ces petits pics, là par exemple en violet, qui finalement sont des variants qui discriminent, qui différencient des patients de sujets dits contrôle.
Et les efforts internationaux de recherche ont conduit à finalement publier un certain nombre d'études indépendantes. Donc ça, c'est la dernière qui a été publiée, à laquelle nous avons contribué, qui est l'étude de Mullins, qui a inclus plus de 40 000 personnes atteintes de troubles bipolaires. Et vous voyez que tous ces petites traces, tous ces petits pics finalement en jaune et en vert, correspondent à des gènes qui seraient potentiellement impliqués dans les troubles bipolaires. Donc, on voit qu'il y a une composante génétique qui permet de distinguer les patients des sujets qui ne sont pas atteints de cette pathologie. Ce qu'on connaît par contre de mieux en mieux, c'est les facteurs environnementaux qui vont prédisposer à l'émergence d'un trouble bipolaire. J'ai listé ici un certain nombre de facteurs qui sont par exemple le cannabis, les altérations de sommeil, les maltraitances dans l'enfance, la prématurité, certaines infections pendant la grossesse, qui toutes ont démontré une association avec un risque augmenté de développer un trouble bipolaire. Et ça, c'est peut-être finalement les plus grands apports de la recherche récente, c'est la meilleure caractérisation des facteurs environnementaux qui augmentent le risque de développer un trouble bipolaire et qui augmentent également, comme on le verra, le risque de moins bien fonctionner à l'âge adulte, parce que si on a des anomalies du rythme circadien et du sommeil, on fonctionne moins bien quand on souffre d'un trouble bipolaire et qu'on est à l'âge adulte. Je vous ai indiqué juste 3 exemples de facteurs environnementaux parce que la liste pourrait être beaucoup plus large et on a un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs maintenant bien démontrés de prédisposition à développer un trouble bipolaire, qui peuvent être par exemple les maltraitances dans l'enfance où le risque est multiplié par 3 chez les personnes exposées, l'exposition au cannabis à l'adolescence, où à partir de 2 à 3 prises par semaine, le risque est ensuite multiplié par 2 de développer un trouble bipolaire à l'âge adulte. Et par exemple, les anomalies de sommeil à l'enfance et à l'adolescence pour un risque qui est augmenté de 40%. Donc, vous voyez que tous ces facteurs environnementaux contribuent à la maladie et au développement potentiel de cette maladie en interaction avec les facteurs génétiques. Et les modèles qui sont les modèles de compréhension actuelle des troubles bipolaires, qui sont les modèles les plus validés, on va dire, sont des modèles dits d'interaction gène-environnement, où en fonction de l'exposition à un facteur environnemental, le patrimoine génétique de l'individu va être plus ou moins protecteur vis-à-vis du risque de développer la maladie. Donc, par exemple, si je suis exposé à un facteur environnemental de prédisposition au trouble bipolaire et que par ailleurs, je suis porteur dans mon patrimoine génétique de gènes de vulnérabilité au trouble bipolaire, et bien entendu, mon risque est augmenté de développer la pathologie. Alors que si je suis exposé au même facteur environnemental, mais que mon patrimoine génétique contient finalement peu de gènes de vulnérabilité à la bipolarité, je risque de moins fréquemment développer la pathologie. Donc tout ça pour résumer que les modèles de compréhension de la pathologie sont vraiment des modèles de compréhension d'interaction gène-environnement avec une composante génétique encore mal identifiée et une composante environnementale qu'on commence à connaître de mieux en mieux. Ce qui est finalement après le plus important, une fois qu'on essaye de comprendre pourquoi la maladie se développe, c'est d'essayer de comprendre, de mieux prédire le cours évolutif de la pathologie, c'est-à-dire prédire. Et ça, en tant que clinicien, on est très intéressé par développer des outils qui nous permettraient d'estimer des risques individuels, de présenter des rechutes, de présenter des altérations du fonctionnement, de présenter une meilleure ou moins bonne réponse à tel type de médicament, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir personnaliser les soins et proposer les soins les plus personnalisés à une personne donnée en fonction de son risque individuel de rechute ou de difficultés fonctionnelles, etc. Et dans ce contexte-là, il y a 2 approches, et je vous donnerai 2 exemples pour chacune de ces approches, qui sont l'une des approches qu'on appelle centrée sur la maladie, c'est-à-dire qu'on va essayer de prédire quelque chose qui est une composante de la maladie. Prédire les rechutes, prédire les conduites suicidaires, prédire le développement du syndrome métabolique, par exemple. Ça, c'est une approche qui est très centrée sur la maladie et son cours évolutif.
Et on a également des approches qui sont beaucoup plus centrées sur l'individu, ce qui nous intéresse finalement le plus, bien entendu, et qui est par exemple de prédire les trajectoires de fonctionnement. Quelles personnes souffrant de troubles bipolaires vont finalement présenter un fonctionnement d'excellente qualité, très très proche de celui d'une personne qui ne souffrirait pas de troubles bipolaires, comparativement à quels individus vont présenter des problématiques de dysfonctionnement, des difficultés dans le rétablissement, et donc quel levier on va devoir activer chez ces patients spécifiquement, chez lesquels on prédit un dysfonctionnement persistant ou l'apparition d'un dysfonctionnement au cours de l'évolution de la maladie. Donc, la première approche, qui est l'approche centrée sur la maladie, qui est finalement, peut-on prédire le cours évolutif de la pathologie? Eh bien, c'est assez difficile finalement parce que le cours évolutif de la pathologie est très hétérogène selon les personnes concernées. On va avoir des personnes qui vont avoir une cyclicité de 0,02 épisodes par an. Donc, vous voyez, c'est une cyclicité très peu rapide. Donc, avec des personnes qui vont avoir des longues périodes intercritiques, comparativement à des personnes qui vont avoir de nombreux épisodes par an, des fois 2, 3, voire 4 épisodes par an, si on considère les cycles rapides. Et donc, vous voyez qu'il y a une hétérogénéité très importante de ce cours évolutif. Et l'idée, c'est comment peut-on prédire les personnes qui ont un cours évolutif plus instable, qui vont présenter plus de rechutes au cours de leur vie, de façon à maximiser leur prise en charge et à personnaliser la prise en charge par rapport à leurs facteurs de risque de rechute. Vous voyez que sur ce graphe, le gros pic ici, qui est à 0,6, montre qu'en moyenne, lorsqu'on considère des personnes souffrant de troubles bipolaires, elles vont présenter 0,6 épisodes par an en moyenne, ce qui correspond finalement à une rechute, à un épisode de rechute tous les 2 ans à peu près. Ça, c'est la cyclicité moyenne, mais vous voyez ici que vous avez des personnes qui ont beaucoup plus de rechutes en termes de fréquence et qui vont avoir un cours beaucoup plus instable. Donc, est-ce qu'on peut prédire la rechute? Donc ça, c'est le résultat d'une étude qu'on a conduite chez les personnes qui ont été évaluées dans le cadre des centres experts. Donc, c'est plus d'1 millier d'individus dont à peu près la moitié présentaient un trouble bipolaire de type 1 et l'autre moitié un trouble bipolaire de type 2. C'est une majorité de femmes avec un âge en moyenne de 42 ans, un âge de début à 25 ans, et un nombre d'épisodes au moment où les patients rentrent dans l'évaluation qui est en moyenne de 7. Et vous voyez qu'on a une durée de suivi qui est entre 1 à 2 ans et avec une présence de rechute qui est importante puisque plus de 50% des personnes vont présenter une rechute dans la période écoulée entre 12 et 24 mois. Donc, on voit que cette question de la rechute, elle est fréquente dans la population qui est évaluée en centre expert. La question, c'est est-ce qu'on a des facteurs dans l'évaluation initiale qui nous permet de prédire ce qui se passe en 1 ou 2 ans? Et la réponse est oui. On a beaucoup de facteurs qui sont associés au fait de présenter ou de ne pas présenter une rechute au cours du suivi. Donc ça, c'est un résumé de tous les facteurs qui sont associés à la rechute. Et vous voyez que, par exemple, si on se focalise sur les facteurs qui sont communs pour les types 1 et les types 2, on a le fait de présenter plus de symptômes de dépression, un moins bon fonctionnement, plus d'anomalies de sommeil, une cyclicité plus rapide, des traumatismes dans l'enfance et de prendre plus de médicaments qui sont finalement associés au fait de plus rechuter ou de rechuter plus tôt au cours du suivi. Donc ça, on peut se dire, oui, on a plein finalement de facteurs qui sont associés à la rechute. Mais être associé à la rechute et prédire la rechute, c'est 2 choses un petit peu différentes dans les modélisations statistiques qu'on utilise. Et en fait, quand on utilise cette variable, on essaye de classer finalement les sujets entre va rechuter et ne va pas rechuter. Et pour avoir un indice de classification de ces sujets, on utilise un indicateur qui s'appelle l'AUC, donc ça, je n'entrerai pas dans les détails,
Mais quand on utilise toute cette variable pour prédire qui rechutera et qui ne rechutera pas, eh bien l'AUC, elle est à 0,65, alors que quand on veut un modèle avec une bonne prédiction, on veut une AUC qui soit au-dessus de 0,80. Donc, on trouve plein de facteurs qui peuvent différencier des personnes qui vont rechuter et des personnes qui ne vont pas rechuter, mais notre prédiction est très mauvaise. C'est-à-dire qu'on se trompe souvent en disant telle personne basée sur son évaluation risque de rechuter ou telle personne risque de ne pas rechuter. En gros, on se trompe dans quasiment 35% des cas. Donc, ce qui veut dire que prédire la rechute, à l'heure actuelle, c'est encore très compliqué et les évaluations cliniques qu'on fait avec des questionnaires, avec des interviews, ont du mal à informer le risque individuel de rechute et on n'est pas en mesure de dire quel sujet risque de rechuter dans les 2 ans et quel sujet, au contraire, a un risque très bas de rechute dans les 2 ans. Mais au-delà de la rechute, on a aussi la question de pouvoir prédire le fonctionnement parce que finalement, la rechute, c'est une problématique en soi. Le fonctionnement, c'est une autre problématique. Ces 2 problématiques qui sont fortement associées, mais pas obligatoirement, parce qu'on va avoir, par exemple, nous régulièrement, des personnes qui présentent des rechutes une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, donc qui ont des rechutes, mais qui finalement ont un fonctionnement interépisode d'excellente qualité, c'est-à-dire une très bonne rémission des troubles. Et entre 2 épisodes, ils ont un fonctionnement extrêmement qualitatif, on va dire. Et par contre, on a des personnes qui finalement, parfois, n'ont pas des profils de rechute aussi fréquents que ça, mais la rémission est partielle, la réponse au traitement médicamenteux est relativement modeste et les persistances de fonctionnement, de dysfonctionnement sont importantes. Donc, vous voyez que le fonctionnement peut être associé et prédit par la cyclicité, mais également probablement par d'autres variables qui ne sont pas uniquement le fait de présenter des rechutes, oui, non. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on a essayé de conduire dans le cadre du réseau, de façon à voir si on était en mesure de prédire les facteurs, le fonctionnement, d'identifier les facteurs associés au fonctionnement et d'identifier idéalement des facteurs modifiables, c'est-à-dire des facteurs sur lesquels on va pouvoir agir pour justement améliorer le fonctionnement des individus. Et cette approche, elle est plus intéressante et finalement plus prometteuse que l'approche centrée sur la rechute. Et cette approche, elle a concerné plus de 2000 patients suivis pendant 3 ans, chez qui est évalué le fonctionnement tous les ans, donc en termes d'autonomie, de fonctionnement professionnel, de fonctionnement cognitif. Et avec des modélisations un peu complexes, on identifie 2 groupes principaux qui sont un groupe majoritaire, donc ça c'est vraiment un message quand même optimiste, qui est un groupe avec un fonctionnement de bonne qualité, qui finalement est le groupe majoritaire, donc ça c'est un vrai message d'espoir, on va dire, mais quand même un groupe qui est plus minoritaire, mais pour lequel le fonctionnement est de moins bonne qualité, dit de mauvaise qualité, et va rester stable dans cette mauvaise qualité au cours des 3 ans de suivi. Et donc, qu'est-ce qui différencie les personnes qui ont un fonctionnement stable de bonne qualité par rapport aux personnes qui vont présenter malheureusement un fonctionnement stable mais de mauvaise qualité? Et bien là, on trouve un certain nombre de facteurs qui sont associés au bon ou au moins bon fonctionnement, qui sont le fait d'être sans emploi, le nombre d'hospitalisations précédentes, les symptômes dépressifs résiduels, les traumatismes dans l'enfance, l'indice de masse corporelle, donc tout ce qui est surpoids, obésité, les troubles du sommeil et le nombre de psychotropes. Et ces 7 facteurs prédisent de manière vraiment bonne qui va présenter un fonctionnement durable de bonne qualité versus qui va présenter un fonctionnement durable de moins bonne qualité. Et là, je vous ai remis le petit indicateur qui s'appelle l'AUC. Je vous avais dit que si c'était au-dessus de 0,80, la prédiction était bonne. Ben là, on est à 0,85. Donc, la prédiction, elle est vraiment bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les facteurs que j'ai indiqués en vert dans le petit tableau, c'est des facteurs qui sont potentiellement modifiables, c'est-à-dire promouvoir l'aide à la réinsertion professionnelle, tracer et traiter très efficacement les symptômes dépressifs, aider sur la santé physique, corriger les troubles du sommeil, aménager le traitement pour diminuer le nombre de psychotropes.
Tout ça, c'est des facteurs qui sont potentiellement modifiables et qui sont autant de leviers thérapeutiques qui pourraient être activés pour que les personnes passent du groupe stable de mauvaise qualité en termes de fonctionnement au groupe de bonne qualité. Donc, il y a vraiment des espoirs parce que justement, avec ces données, on arrive à des modèles prédictifs, à identifier des facteurs associés et des facteurs qui sont potentiellement modifiables. Et donc, ça fait écho finalement aux travaux assez préliminaires qu'on avait fait avec Chantal Henry, toujours dans le réseau, et qui regardaient comment, à quoi était corrélée l'amélioration du fonctionnement dans le cadre du suivi au centre expert. Donc, on prenait les patients, ils sont évalués pour le fonctionnement régulièrement, et globalement, on arrive à suggérer que l'amélioration du fonctionnement, elle est présente, elle est observée lorsque on diminue les symptômes dépressifs, lorsqu'on améliore le sommeil, lorsqu'on favorise la perte de poids, lorsqu'on diminue les troubles anxieux et les abus de substances, et lorsqu'on augmente l'adhésion aux traitements médicamenteux. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des leviers pour essayer d'améliorer ce fonctionnement et d'aller vers le rétablissement. Donc, en conclusion, dans cette question très introductive de cette journée sur comprendre et prédire dans les troubles bipolaires, donc en résumé, comprendre les troubles bipolaires, les choses s'améliorent, on comprend de mieux en mieux, aussi bien sur le plan génétique que sur les plans des facteurs environnementaux. Néanmoins, des avancées sont encore attendues de façon à identifier vraiment les mécanismes génétiques qui favorisent l'apparition des troubles. Ce qui est, à mon avis, le domaine le plus important, c'est prédire les trajectoires individuelles. On a beaucoup de progrès à accomplir là-dessus, parce que les rechutes, par exemple, sont encore difficiles à prédire, mais par exemple, prédire les trajectoires de fonctionnement, ce qui est très important pour les patients, mais également très important pour les proches, ça, on commence à pouvoir le faire. Et prédire les trajectoires de fonctionnement, identifier des facteurs potentiellement modifiables, ça, c'est les prérequis et les étapes pour aller justement vers la notion de rétablissement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les questions et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Étain, pour votre intervention. Donc moi, je vous remercie au titre d'Argos 2001, et puis il y a beaucoup de personnes qui vous remercient pour votre art de la pédagogie et pour vos mots simples. Donc, merci de la part de nous autres. On nous pose quelques questions. Celle que j'ai retenue, c'est les perspectives de rétablissement pour les personnes. Bon, là, on m'a demandé pour les personnes massivement dépressives, mais surtout pour les personnes qui sont résistantes à tout traitement. C'est une question un peu compliquée, mais si vous pouviez nous apporter un élément de réponse. Alors, la résistance au traitement est en effet, voilà, si on souffre d'un trouble bipolaire et en effet qu'il est dans une résistance de traitement, il va être très, très difficile en effet d'atteindre le rétablissement parce que, en effet, la pathologie va rester active, souvent de manière importante, avec des épisodes qui vont succéder, etc. On a beaucoup de voies de recherche à l'heure actuelle pour essayer de comprendre. Alors d'abord, la question de la résistance sur les mécanismes très moléculaires de la résistance, donc par exemple sur tout ce qui est la façon de métaboliser, donc c'est-à-dire d'absorber les médicaments au niveau des voies intestinales, de les dégrader au niveau du foie. Donc par exemple, quand les patients qui viennent nous rencontrer présentent des situations de résistance au traitement, on a un certain nombre d'examens qui peuvent se réaliser en hôpital de jour et qui vont tester ces voies métaboliques pour savoir si finalement on a des raisons qui sont des raisons essentiellement un peu enzymatiques, d'enzymes qui grignotent très vite les médicaments, on va dire, qui les détruisent très très vite, ce qui fait que finalement les personnes ne sont pas en mesure d'avoir des taux plasmatiques de médicaments qui vont être suffisamment élevés pour que ça fasse le travail au niveau de la régulation de l'humeur. Pour être très honnête, à l'heure actuelle, ces aspects-là, on ne les connaît pas encore très très bien. On sait identifier un petit peu à l'avance qui risque d'avoir des facteurs de résistance au traitement médicamenteux, mais on ne connaît pas encore très très bien les voies moléculaires. On travaille là-dessus, et puis on travaille sur des approches également qui sont des approches qui
qui sont non médicamenteuses. Toutes les voies de stimulation cérébrale, alors que ce soit la stimulation dite électrique avec les électrochocs ou les sismothérapies qui sont des techniques les plus anciennes, mais avec la stimulation magnétique transcrânienne, avec la stimulation, la TDCS, donc qui est la stimulation cérébrale profonde, on a des nouvelles voies qui sont encore beaucoup à codifier, mais qui pourraient être des voies importantes pour les patients qui ont des réponses partielles ou des réponses quasi nulles sous traitement médicamenteux. C'est vraiment un champ qui doit se développer dans les années qui viennent. Et il y a beaucoup de centres qui développent ces plateformes dites de neurostimulation. Par exemple, il y a une équipe à Nantes, l'équipe du professeur Sauvager, qui a une plateforme de neurostimulation ouverte aux patients qui souffrent de troubles unipolaires et bipolaires pour leur proposer des alternatives en cas de réponse partielle ou incomplète au traitement médicamenteux. Mais c'est encore beaucoup à codifier pour savoir les paramètres de stimulation. C'est très, très, très compliqué, en fait, ces approches-là. Pour l'instant, c'est encore assez confidentiel, on va dire. Peu de patients en bénéficient. Mais globalement, il y a des voies de recherche qui sont importantes et qui risquent de donner des avancées dans les années qui viennent, on l'espère. D'accord. Merci. On nous demande aussi si les rechutes diminuent avec l'âge. Alors, on a un peu tous les cours évolutifs. Dans l'équipe, on avait un mathématicien qui avait essayé de modéliser comme ça, c'est-à-dire de de rencontrer des personnes pour positionner tous les épisodes au cours de la vie pour essayer de faire des modèles mathématiques prédictifs. Et en fin de compte, ce travail n'a pas abouti, en fait, parce que ça reste extrêmement, extrêmement variable. Assez classiquement, on a quand même tendance à dire, et c'est la réalité quand même chez beaucoup de patients, que les débuts vont être très, très bruyants, avec une cyclicité importante, et puis au bout d'un moment, le diagnostic va être fait, le traitement avec souvent des tâtonnements va être mis en place, les approches psychosociales vont venir pour complémenter ce que le traitement fait de manière impartielle, et globalement, on va avoir progressivement un allongement de la période intercritique, c'est-à-dire que les rechutes vont diminuer en intensité et diminuer en fréquence. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans les approches d'éducation thérapeutique. Quand on a de la psychoéducation de troubles bipolaires, on montre que les rechutes vont, au cours du temps, diminuer en intensité et en fréquence. Donc, le cours évolutif, il est plus classiquement celui-là. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des cours évolutifs après des périodes de stabilisation chez les personnes qui vont à nouveau avoir un trouble bipolaire qui va redevenir actif. Ça peut être par exemple les périodes de la ménopause chez la femme, qui peuvent être des périodes de modification hormonale avec un impact au niveau de l'humeur. Ça peut être le fait d'avoir été exposé à des événements de vie, c'est-à-dire un trouble bipolaire assez stabilisé, et puis à un moment, il y a un événement de vie très traumatique dans la vie du sujet, et ça va réactiver le trouble bipolaire. Donc, on a un peu toutes les situations, on va dire, mais globalement, la situation quand même majoritaire, c'est qu'avec la prise en charge, le cours évolutif va diminuer au moins en sévérité, parce que c'est ça qu'on cherche, des épisodes qui ne conduisent pas à l'hospitalisation, qu'on peut prendre en charge en ambulatoire. Ça, c'est déjà une première étape très importante. Éviter l'hospitalisation et les conséquences de l'hospitalisation, et idéalement augmenter le plus possible le délai qui s'écoule entre deux épisodes. Super. Je vous remercie, professeur Étain, pour toutes ces explications qui sont quand même indispensables sur le trouble et pour votre introduction. Je vous rappelle à tous que professeur Étain a fait plusieurs conférences avec Argos et qui sont visibles sur la chaîne YouTube de l'association. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci.